Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour ce nouveau numéro de questions d'actu qui vous propose de revenir sur l'événement national, à savoir l'adoption du projet de constitution proposé au vote aux membres du Parlement réunis hier avec ces deux chambres au Palais des Nations. Le texte a été approuvé par l'écrasante majorité des députés, soit 499 voix. Une constitution qui ouvre une ère nouvelle. Beaucoup de choses vont changer. Qu'est-ce qui va changer justement après cette adoption de la nouvelle loi fondamentale? Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Abdelmajid Benqassi. On revient juste après. L'adoption de la révision constitutionnelle par les membres des deux chambres parlementaires nécessite en conséquence la révision de la majorité des lois organiques, à commencer par les lois sur les partis, le régime électoral et les associations, mais pas seulement. Plusieurs lois doivent être revues, celles relatives au Parlement et celles relatives aux relations entre le Parlement et le gouvernement, mais également le règlement intérieur des deux chambres du Parlement. Toutes les nouvelles lois contenues dans la nouvelle Constitution, notamment l'article 51. Après le vote de la nouvelle Constitution, qui est la bienvenue, plusieurs textes de loi verront le jour, surtout en matière des droits de l'homme et des libertés collectives. Beaucoup de travail attend donc l'Assemblée. L'élaboration de nouveaux textes de loi relatifs aux instances nouvellement créées dans le cadre de la nouvelle loi fondamentale doivent être par la suite soumis au Parlement pour adoption. Un Parlement qui doit poursuivre son mandat et dont la dissolution n'est aucunement à l'ordre du jour. Aujourd'hui, notre mission, c'est l'élaboration et l'actualisation d'une nouvelle loi organique, conforme aux nouvelles dispositions de la nouvelle Constitution. Une loi qui entrera en vigueur et le Parlement continuera à fonctionner normalement et sa dissolution n'est pas à l'ordre du jour. La Constitution est la principale source de loi et c'est la loi fondamentale du pays. Toutes les lois sont puisées des dispositions de la Constitution. Et avec l'adoption de la nouvelle mouture, beaucoup de lois vont être revues, surtout avec l'introduction de nouveaux principes fondamentaux et la révision de certains autres. En somme, ce sont près de 35 textes de loi qui connaîtront des amendements, selon les spécialistes. Pour débattre de ce sujet, nous recevons ce soir, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Maître Nedia Aïdzaï, professeur de droit, juriste et militante féministe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À vos côtés, Bachir Chérif Hassan, directeur de publication du quotidien national La Tribune. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Également avec nous, professeur Mohamed Chérif Benmihoub, professeur en économie institutionnelle, car il s'agit aussi d'économie. Merci d'être avec nous ce soir. Et à vos côtés, professeur Azouz Kabdoun, professeur en droit public, spécialisé également en droit constitutionnel. Merci d'être avec nous ce soir. Et je commence avec vous, professeur Azouz Kabdoun. En réaction à l'adoption de la nouvelle constitution, on parle d'une nouvelle ère. Alors, dans quelle mesure cette constitution peut-elle amorcer un vaste chantier de réforme? Oui, je crois que cette constitution contient énormément de choses nouvelles et le problème, ce sera le problème de son application. Application de cette constitution. Alors à cet effet, il existe un mécanisme pour justement préserver la démocratie. Il existe un mécanisme qui est tout simple, c'est élaborer des lois, et notamment des lois organiques. J'ai lu le texte et j'en ai dénombré 22 lois dans le texte, 22 lois organiques qui doivent être élaborées et approuvées par le Parlement. C'est-à-dire que ces lois vont préciser tel ou tel article, parce que la Constitution, elle se concentre sur les principes généraux. Et donc c'est à la loi de détailler. La loi organique, elle est située juste en dessous de la Constitution et au-dessus des lois normales. Dans la hiérarchie des normes. C'est la hiérarchie des normes juridiques, vous l'avez bien dit.
Donc à partir de là, et d'ailleurs, même dans la lettre qu'a envoyée le président de la République, il insiste de commencer l'élaboration des lois pour faire appliquer cette constitution. Alors, nous reviendrons beaucoup plus en détail sur les priorités, quelles sont les priorités, quelles sont les lois organiques qu'il va falloir amender dans les prochains jours. Mais pour rester un peu, Maître Nadia Aidzaï, dans cette nouvelle constitution qui a fait couler beaucoup d'encre quand même, que ce soit de la part des partis d'opposition ou des pouvoirs publics, mais on aimerait bien savoir quelle est adoptée, quelle est sa place dans dans le processus de réforme initié quand même il y a quelques années. Je crois qu'il est important aujourd'hui d'avoir cette constitution parce qu'elle a introduit de nouvelles choses, de nouvelles dispositions et elle a insisté sur les droits fondamentaux, sur les libertés, sur la constitutionnalisation de la majorité, de la langue, c'est aussi important. Elle est venue aussi revoir le mode de gouvernance. Je crois que à ce niveau-là, la Constitution est venue aussi pour concrétiser un certain nombre de lois qui existent déjà. Parce que il ne faut pas oublier que nous avons commencé un processus de révision des lois nationales depuis 2005. Et je parle surtout aussi pour l'aspect femmes et hommes en matière de droits fondamentaux que la Constitution leur accorde, la parité mais aussi l'égalité parce que la parité n'est qu'un moyen, un outil pour construire cette égalité. Donc depuis 2005, on a entamé le processus de révision des lois nationales. On a incriminé la discrimination, c'est important, le code pénal, les révisions du code pénal et la discrimination portent atteinte à l'égalité puisque le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi, donc l'égalité des citoyens devant la loi, l'État est dans l'obligation de lever les obstacles qui entravent l'égalité en droit. Ce processus-là entre également dans les différents retours ou les différents rappels de l'égal accès des citoyens à l'exercice et à la jouissance des droits civils, des droits politiques, des droits économiques et sociaux. Ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, oui, alors pour la question féminine, c'est l'introduction de cette parité, de cette notion de parité sur le marché du travail. Et ça, c'est le premier aspect qu'il faut lier à toute la série de dispositions qui traitent de l'égalité devant la loi, en droit, l'égal accès aux fonctions. Il y a beaucoup de nouveautés dans cette Constitution. Il y a de la nouveauté, et cette nouveauté en tout cas est importante parce que elle est aussi... Alors, il y a de la nouveauté en ce sens que la Constitution a constitutionnalisé certains droits fondamentaux où elle est venue préciser certains droits fondamentaux qui existaient dans l'ancienne Constitution mais qui n'étaient pas très précis, très clairs. Donc en ce sens qu'aujourd'hui, lorsque l'État attribue des droits fondamentaux aux citoyens, elle les garantit également. Mais elle met aussi en place, et comme l'a dit le professeur, un processus d'application et de mise en œuvre de ces lois. Et c'est effectivement à ce niveau-là qu'il va falloir travailler pour que cette mise en œuvre des principes, des droits fondamentaux et autres aussi, de tout ce qui concerne la justice, tout ce qui concerne la séparation des pouvoirs, tout ce qui concerne donc le mode de gouvernance, là il y a
une pratique à mettre en place. On reviendra plus en détail sur les points, notamment concernant les libertés publiques et la parité homme-femme, la place de la femme aussi dans la société, exactement, dans les entreprises économiques. Mais pour rester un peu, Hassan Bachir Chérif, autour de cette adoption, alors une mouture rejetée par l'opposition, et on assiste aujourd'hui à une sorte de discours de rupture, c'est-à-dire qu'on rejette carrément cette constitution, alors que certains disent, comme on vient d'écouter Mme Nadia Aïdzaï, qu'elle contient quand même des nouveautés. Comment expliquer cela? Écoutez, d'abord, c'est leur bon droit. Ils ont le droit de boycotter ou de critiquer. Ça fait partie justement de l'action démocratique, de la libre expression. Moi, ce qui m'intéresse au niveau de cette constitution, c'est l'humus dans lequel elle a été préparée, rédigée, structurée. Elle n'est pas venue comme cela. D'abord, c'est une constitution qui a été mise en place bloc par bloc. Elle a d'abord été soumise à d'éminents constitutionnalistes, des gens reconnus pour leurs compétences au niveau de leur domaine d'activité. Je parle de la commission qui a été mise il y a quelques années. Puis après, il y a eu la touche politique. Et enfin, il y a eu un large débat auquel étaient associées toutes les composantes politico-socio-économiques du pays, ou pour laquelle un certain nombre de partis d'opposition ont refusé d'y être. C'est dommage d'ailleurs. Mais quand on lit la Constitution, l'esprit de la Constitution, même les revendications des partis qui n'ont pas participé à la place de l'opposition ont été prises en charge. Avec une action fondamentale, la possibilité, une fois qu'on est à l'Assemblée nationale, de saisir le Conseil constitutionnel pour réfuter telle et telle loi qui serait passée par le truc. Ce qui est important aussi, c'est que les gens n'ont peut-être pas saisi hier, on a tout de suite écrit, tapé sur la table, la Constitution venait juste d'être votée comme un enfant qui venait de naître, et puis le président de la République s'est introduit de manière très, très rapide au niveau du discours et du message qu'il a envoyé. Je crois que le message lui-même, il est compréhensible. La Constitution, elle est prête. Il faut l'appliquer. Pour l'appliquer, je sais qu'il va y avoir, je parle du président, c'est très bien qu'il va y avoir des réticences, puisque je passe sous le contrôle de madame. Regardez la loi sur la violence des femmes, toutes les réticences et tous les obstacles qui ont été faits pour que cette loi ne passe pas, et c'est une loi qui est pratiquement passée, excusez-moi du terme, au forceps. Donc ce qui est important, c'est que la Constitution, elle est là, elle existe. Ça, c'est pas une constitution à la suédoise ou peut-être américaine, mais elle est le point d'une constitution à la Corée du Nord ou de l'Arabie Saoudite. Je cite des exemples comme ça. Mais c'est une constitution qui a ramené des balises démocratiques importantes. Ce qui est important maintenant, comment les lois organiques. Mais pourquoi ces balises dont vous parlez ne sont pas perçues par l'opposition? On assiste qu'on a une sorte de décalage entre les deux discours. Des fois, c'est des positions respectables. D'autres fois, que mes amis de l'opposition, j'en ai beaucoup, peut-être c'est aussi une mauvaise foi politique. C'est possible, c'est une manière de s'exprimer. Mais il faut souvent aussi accepter les règles de la démocratie. Moi, la dernière fois, je voyais un certain nombre de responsables de partis ou de partis dire non, on va aller à l'Assemblée nationale, mais on va être boycotter, puis on va faire des esclandres, etc. C'est le principe de la démocratie. Quand tu n'as pas la majorité au niveau de la PM, il ne faut pas être l'enfant de cœur pour s'apercevoir que c'est la majorité qui passera la loi en vigueur. Que ce soit la loi qui était passée sur tel ou tel problème, tel ou tel une loi qui est passée à l'Assemblée nationale, ou la loi où les gens ont tapé sur la table. L'article 51 qui a fait beaucoup de droits, il faut les lire, il faut le décortiquer, il faut le cerner, il ne faut pas le sortir de son contexte, parce que la Constitution, c'est un bloc. Mais il y a des avancées, pour lesquelles on a été très surpris pour les gens qui ne sont pas initiés. Alors, regardons justement ces avancées dont vous parlez, M. Bachir Hassan Chérif, sur le plan économique. Je voulais simplement terminer sur le comité de suivi qui a été mis en place par le président, et pour lequel il tient à ce que ce soit lui-même qui le suive.
Ça veut dire qu'il a décidé de donner une accélération très rapide à la Constitution. Ça veut dire qu'il va élaborer les lois organiques très rapidement. Mais on verra quelles sont les priorités, mais juste avant d'avoir la réponse de professeur Benyaoub concernant le volet économique, ce que vous, en tant que professeur spécialiste de l'économie institutionnelle, vous pensez que ce qui a été apporté par cette nouvelle loi fondamentale peut changer le paysage économique en Algérie? Oui, alors d'abord on a été surpris par la quantité de dispositions liées à l'économie dans une constitution. Généralement dans les constitutions, on n'aborde pas la question économique de façon peu détaillée comme ça a été le cas pour cette fois-ci. Moi, je pense qu'il y a une explication à tout cela parce que depuis toujours, depuis l'indépendance, l'économie algérienne est coincée. Elle est dans des situations, comme on dit, elle a du plomb dans les ailes. Et peut-être en mettant quelques dispositions détaillées qu'on a critiquées, on a considéré que c'est un peu trop détaillé pour les mettre dans la Constitution, peut-être c'est utile pour déboulonner le système parce qu'il est coincé aujourd'hui. Et cette nouvelle Constitution consacre pas moins de 6 articles entièrement aux questions économiques, et parfois dans des détails qu'on se pose la question pourquoi, à quoi ça sert. Mais finalement, je pense aujourd'hui, avec cette Constitution, de nouvelles lois doivent être adoptées pour le fonctionnement de l'économie et des secteurs qui étaient pratiquement à la marge du fonctionnement des institutions doivent être abordés. Quand dans la Constitution, l'article 37 dit que l'État interdit le monopole et la concurrence déloyale. Quand on regarde ça, on dit nous avons une loi sur la concurrence en Algérie, elle existe depuis 1995. Mais quand on dit la concurrence déloyale, ça veut dire, c'est quoi la concurrence déloyale? C'est l'économie informelle. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire, on ne peut pas combattre l'économie informelle. C'est une concurrence déloyale. Tout entrepreneur, toute entreprise légale qui fonctionne dans la légalité a le droit de demander mais je subis la concurrence déloyale de l'économie informelle. Donc il y a des dispositions comme ça qui paraissent au premier regard comme parfois un détail, mais qui peut-être ont leur importance pour réformer l'économie, parce que jusqu'à présent, on n'a pas réformé l'économie algérienne. Ça reste une économie peu concurrentielle, une économie peu compétitive, une économie de petits monopoles, il faut le dire, aussi bien dans le privé que dans le public. Et peut-être avec cette loi, certaines dispositions de cette loi, peut-être on revient tout à l'heure sur ces dispositions. On va développer un peu la machine. Je pense que c'est ça peut-être l'intérêt d'avoir des détails. Quand la loi parle de climat des investissements, climat d'affaires, dans la Constitution, mais l'article 37, l'État doit veiller à l'amélioration du climat d'affaires. À première vue, on me dit, mais bon, c'est trop de détails, le climat des affaires, c'est une affaire de loi, de décret, de circulaire et de pratique. Mais là, le fait de le mettre, ça veut dire qu'on exige qu'il y ait un climat des affaires sain, serein, facilitateur, qui permet à l'investissement de s'épanouir. Est-ce que le fait de ne pas avoir cité, parce que la question elle a fait couler beaucoup d'encre aussi du côté des chefs d'entreprise, le fait de ne pas avoir évoqué le terme entrepreneuriat? Non, je pense que le fait de dire la liberté d'investissement suffit. Dans l'ancien article de la Constitution de 96, c'est le même article 37, c'était stipulé comme suit: la liberté d'industrie et de commerce est garantie. On a changé cet article en le rédigeant la liberté d'investissement et de commerce, mais on a enlevé garantie. Là, je me pose des questions. On l'a remplacé par reconnu. Moi, de mon point de vue, reconnu est faible par rapport à garantie. Je ne sais pas ce qui a été derrière les rédacteurs. Pourquoi on a remplacé reconnu garantie par reconnu. Mais en tout cas, la liberté d'investissement est reconnue. Ça, c'est consacré par la Constitution. Ça, c'est important tout de même. Et dans ce même article, on dit aussi, et là, ça va avoir des conséquences immédiates, quand on dit « le monopole est interdit ». Ça veut dire que toute entreprise, comme bien même publique, si elle est dans une position de monopole, elle n'a pas le droit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Air Algérie est en monopole.
Les conséquences sont immédiates. Moi, je fais cette lecture qu'on a voulu déboulonner le système. En attendant, bien sûr, de voir le texte d'application. Ah bon, il faut qu'il y ait des lois. Je termine juste par un aspect, parce qu'il y a eu des lois en Algérie, dans ce pays, dans le monde économique. Je ne connais pas les autres volets de la vie de la société. Dans le monde économique, il y a de très belles lois qui ont été adoptées depuis très longtemps, particulièrement depuis 88, les lois sur les réformes qui sont très bien rédigées. Mais le problème qui se pose, c'est que ce qui est donné par la loi est récupéré par la circulaire ou l'arrêté ou le décret. C'est ça la crainte aujourd'hui. Alors ce qui est donné par la Constitution peut être récupéré par des lois si on ne veille pas que ces lois soient conformes à la Constitution. Donc là, il y a une surveillance indispensable. Justement. Elle est très intéressante cette question par rapport à la hiérarchie des normes dont on parlait. Mais malheureusement, les lois ordinaires ne passent pas devant le Conseil constitutionnel. Il faut qu'il y ait une saisine. Même les lois organiques. Organiques, elles passent obligatoirement. Celle-là, elle passe obligatoirement. Mais l'essentiel des lois sont ordinaires. Et celle-là ne passe pas devant le Conseil constitutionnel, sauf si il y a une saisine. Donc il faut qu'il y ait une vigilance pour à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ne pas contourner carrément la Constitution, même s'il s'agit de ça peut arriver, professeur. Donc on a si bien dit, pour les lois organiques, elles passent par le contrôle du Conseil constitutionnel, obligatoirement. Et puis, toutes les parties peuvent saisir maintenant le Conseil constitutionnel qui était uniquement... citoyen. Pardon ? Y compris le citoyen. Oui, y compris le citoyen, par le biais de la justice, etc. Donc, son affaire est prise en charge par la Cour suprême ou bien par le Conseil d'État. Et si on s'aperçoit qu'il y a une atteinte aux droits de l'homme, donc... le Conseil constitutionnel peut stopper la procédure. Alors, donc il y a le président de la République qui peut saisir le Conseil, il y a les présidents des deux chambres qui peuvent saisir le Conseil, l'opposition également, 50 députés peuvent saisir le Conseil constitutionnel et 30 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Donc la question fondamentale, c'est d'abord les priorités des lois organiques. Quelles sont les priorités maintenant ? Les priorités, il me semble, à mon avis, et je crois que c'est reconnu partout, c'est d'abord revoir le règlement intérieur des deux chambres, la PN et le Sénat. Il faut revoir la loi électorale, il faut revoir la loi sur les partis politiques, il faut revoir la loi sur les associations, le code communal, le code de wilaya, et puis le fameux article 51 sur les binationaux. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Constitution émet des principes, mais pour préciser les choses, pour donner davantage de définition à tel ou tel article, et d'ailleurs, on le constate si j'ouvre la Constitution, je vous ai dit qu'il y a 22 lois organiques. Alors, certains articles seront précisés par la loi organique, parce qu'ils peuvent poser des problèmes, et ils demandent beaucoup d'explications. Et donc, ce sont là les priorités. Et un processus pareil, il peut prendre combien de temps ? Pardon ? Un processus pareil, il peut prendre combien de temps ? La procédure, parce que ça dépend justement de... Si vous permettez, professeur, la fenêtre de tir qu'envers notre ami spécialiste en économie, je crois qu'il faut encore revenir, j'insiste fortement au message du président. Parce que j'ai vu un petit flash sur le 35 lois et puis le problème du temps. Aujourd'hui, la Constitution va être confrontée à des problèmes majeurs. Pour revenir vers comment cette Constitution va révolutionner les mentalités. Est-ce qu'il faut changer le mentalité ? Aujourd'hui, il y a deux problèmes qui menacent l'Algérie. Le problème de sécurité intérieure, l'hydre bureaucratique et l'informel. Donc il faut que cette Constitution bouscule et révolutionne les mentalités. Si le président décide de mettre un comité de suivi, comme c'est lui le chef d'orchestre, et il est garant de toutes les institutions, et il a le pouvoir du président de la République, il a pratiquement mis une épée de Damoclès sur les gens de la peine et du Conseil des Nations. On leur demanderait d'avoir beaucoup de sévérité pour faire passer les lois. Sinon, c'est une constitution qui sera rapidement mangée, excusez-moi du terme, par l'usure et l'oubli. Et aujourd'hui, la contexture du mus de la Constitution
faut que cette constitution soit applicable sur le terrain et qu'elle soit assimilée par l'ensemble de la population. Il faut que la population participe, il faut qu'elle se sente concernée par cette constitution. Elle ne sera concernée, je vais utiliser un mot fort, que s'il y a une révolution des mentalités qui bouscule la problématique du despotisme, du clientélisme, de l'autoritarisme et surtout de cette histoire de rente. Hassan Bachachif, justement, faut-il attendre le changement de mentalité et est-ce que ce paramètre est quantifié? Le changement de mentalité, il est quantifié. Il vient de donner un exemple très clair. C'est sûrement dans un ministère le même responsable ou les mêmes responsables qui sortent une loi ou un décret pour la concurrence, et ce sont les mêmes responsables qui verrouillent après par un décret non applicable. C'est clair et net. Aujourd'hui, il faut déverrouiller l'ensemble du système. Il faut bousculer, balayer ce système. Et ce système ne peut être balayé par un coup de force constitutionnelle fort, avec des lois organiques forts. C'est pour ça que le président est garant de la Constitution. Il ne faut pas que ce soit un bébé qu'on a jeté avec ses ranges quelque part. Il faut être très rapidement que tous les textes de loi puissent être mis en place. C'est vrai qu'une constitution pose des principes et les garanties. C'est ça qui est important. C'est vrai que lorsque monsieur le professeur parlait de l'article 37, dans cet article-là, il y a quand même un petit bout de phrase qui est important. L'État régule le marché. Donc ici, l'importance de l'État qui joue un rôle fondamental dans la régulation du marché, mais aussi et surtout dans le choix de l'économie. Est-ce que nous passons à une économie libérale sans contrôle excessif de l'État, comme dans certains pays, sauf pour des entreprises dites nationales et ne pouvant pas passer au privé. Voilà, pavillon national. Alors là, se pose le problème du choix de cette économie, l'interprétation du choix de cette économie. C'est juste cette question, madame, pour la première fois dans le préambule de la Constitution, sans le dire de façon directe, on a tranché. Il est écrit dans le préambule, qui a une force aussi au même niveau que les articles, sinon plus. Alors il dit une économie productive et compétitive. C'est-à-dire qu'on a pratiquement tranché que c'est une économie libérale, de marché, et puis dans la suite, on trouve la concurrence, la régulation, l'anti-monopole. Là, il y a, j'allais dire, une incitation au démantèlement de tous les monopoles. Absolument. Mais en tout cas, le choix y est. Le choix de l'économie, de l'option libérale économique est posé. Et je crois que toutes les constitutions que nous avons eues ont toujours fait un clin d'œil au choix économique, particulièrement lorsque nous étions socialistes. Beaucoup de dispositions allaient avec. Mais moi, ce que je veux dire, c'est vrai qu'il va y avoir des lois organiques ou des lois d'application pour certains articles, mais pour d'autres, même si certaines dispositions nous semblent nouvelles parce qu'elles sont écrites en gras, les lois existent déjà. Les lois existent déjà. Donc ici, on n'a fait que rappeler un principe. Par exemple, si vous prenez l'article 42 bis, qui parle de liberté d'opinion, d'expression, de réunion, d'un temps d'antenne dans les médias publics proportionnel à leur représentativité au niveau national. Ça, c'est lorsque vous avez les candidats aux élections qui passent temps d'antenne, mais ça, c'est déjà pris en charge par des lois. Donc, vous avez beaucoup d'articles comme ça qui ont déjà un principe. On rappelle le principe, mais lui, il est déjà détaillé dans une loi.
Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vrai qu'il y a certaines dispositions qui sont tout à fait nouvelles et qui ont besoin de lois organiques, mais vous en avez d'autres qui ont déjà la loi qui existe. Peut-être qu'il faudra l'améliorer, mais elle existe déjà. Mais le principe est venu, parce qu'une constitution, ça pose des principes, ça pose des droits fondamentaux, ça pose des principes, ça pose une garantie de l'État, ça pose une protection de l'État, parce que l'État est celui qui vient en amont, c'est celui qui vient garantir, protéger, offrir, donner aux citoyens des droits et puis un modèle socio-économique qu'il choisit pour le développement du pays et le modèle politique pour l'instauration de la démocratie. Vous voulez intervenir? Oui, moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit notre ami à propos du bouleversement des mentalités. Je crois que, comme dit l'adage, une loi ne vaut que par son application. Si elle n'est pas appliquée, elle ne vaut rien. Mais là, et c'est là où on va aller vers l'état de droit. Puisque c'est pas n'importe qui va faire un décret. C'est pas n'importe qui va faire une loi. La loi est l'initiative de l'exécutif ou bien du Parlement. Le décret, il y a une hiérarchie des normes. Le décret présidentiel et le décret exécutif. Celui présidentiel, c'est par le président et l'exécutif, c'est par le Premier ministre. Donc c'est le gouvernement qui est impliqué. C'est l'État lui-même. Et l'État, il faudrait qu'il montre qu'il y a une progression vers l'état du droit. C'est ça, donc il faut appliquer ces lois, il faut les appliquer sereinement et, comment dirais-je, fermement. Alors, une question, je poserai une question à Hassan Djibril. Avant de parler de l'article 51, on parle de l'importance de l'étape qui suivra donc cette adoption et l'application. Alors on écoutait tout à l'heure le ministre chargé des Parlements, des relations avec le Parlement, dire que la dissolution n'est pas à l'ordre du jour. Pensez-vous qu'il faut aller vers d'autres législatives anticipées pour l'élaboration de ces lois? Ou c'est justement ce Parlement qui va le faire? Moi je peux répondre si vous voulez. Allez-y. Il y a deux possibilités. Je ne pense pas qu'on va aller vers des auditions anticipées. Je pense que cette APM va terminer son mandat pour avoir la solidarité avec, comme je disais tout à l'heure, le sésame qui va les guider pour passer très rapidement toutes les lois sans résistance. Et c'est en mettant en place ces lois organiques et avec l'application de la Constitution qu'on verra le premier test de sa Constitution. À travers des élections législatives transparentes et honnêtes, puisqu'il y aura tous les éléments de la Constitution qui sont répercutés par les fondements organiques des lois qui vont être décrétés, et on ira vers des élections législatives. Et là, on va voir qui pèse vraiment par rapport à la confiance de la population et des urnes. Mais je voulais quand même, si vous permettez, revenir sur l'article 51, qui a fait beaucoup de... Il faut assumer ses responsabilités, il faut assumer son choix, en tout cas, moi je l'assume. Peut-être qu'il y a eu mal d'homme, peut-être qu'il y a eu mauvaise explication. Et quand on ouvre la carte géographique mondiale, par rapport à ce qui se passe dans le monde, de la Suisse jusqu'à la déchéance nationalité en France, il y a une différence entre le binational et l'immigré, qui sont au Canada ou à Qatar. L'immigré qui est à Qatar ou en France, il est immigré avec sa nationalité algérienne et il vote avec sa nationalité algérienne. Celui qui est binational, qui est de souche algérienne, marocaine ou tunisienne, il est binational. Le choix, il est clair. Il est clair. Il y a des fonctions, des hautes fonctions, qui vont être, je pense, déterminées par force de loi, qui ne seront pas accessibles à des gens qui seront binationaux, pour lesquels il faut faire un choix. Comme l'ont fait nos jeunes sportifs admirables qui ont refusé d'aller en sélection française tricolore. Parce que quand on va prendre la France, puisque c'est l'exemple le plus concret, quand on choisit la nationalité française et qu'on perd sa nationalité,
algérienne, on devient français en jurant sur la Constitution, d'ailleurs, et en parlant français et en chantant la Marseillaise. Je ne crois pas que ils ont eu ce réflexe d'aller combattre le bleu, blanc, rouge, ils n'avaient pas le vert, blanc, rouge dans le cœur. Il ne faut pas noyer le poisson dans l'eau. La loi, elle est claire. On ne peut pas avoir, écoutez, en France, il y a un préfet d'origine maghrébine qui est né avec un passeport français. Pour accéder à la cellule de terrorisme à l'Élysée, il a été recruté comme français et pas comme binational. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Il faut simplement demander à nos amis journalistes ou des politiques d'aller voir un peu ce que les gens pensent à Médéa, Soukaras, ou à Tébessa, ou à Ténia. Maintenant, l'apport de nos frères de la diaspora, que ce soit encore une fois Qatar en France ou là en Allemagne, il est les bienvenus dans le secteur de technologie, dans le secteur... Il y a beaucoup d'Algériens ici qui ont la nationalité binationale, qui sont binationaux plutôt, qui représentent des multinationales, des prestataires de services, des hôtels, des entreprises de téléphonie. Il y en a même qui ont accès à des postes de responsabilité dans les ambassades pour être des analystes politiques, économiques. Il faut être... Alors, en Suisse, je vais terminer. En Suisse, oui. J'étais stupéfait il y a quelques jours de voir un reportage en Suisse. Le Parlement est en train de passer un texte qui va être voté par les fédérations où le Suisse de père espagnol, par exemple, ou de mère espagnole, qui est né suisse, avec le passeport suisse, la loi qui va passer dit ceci. En cas de deux infractions pénales, il est pris par exemple avec un permis en taux d'alcoolisme où il frappe son voisin. En deux infractions pénales, on vous retire la nationalité suisse. C'est pas moi, c'est la télévision. J'ai suivi le débat. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en France avec la déchéance de nationalité. On va poser la question à dessous. La déchéance de la nationalité, elle vise qui? Elle vise. Alors, les conséquences. Le binational. Les conséquences de l'article 51, il y aura des textes d'application, professeur Boulmehoub. Alors, sur le plan économique, le développement économique, notamment des entreprises, parce que beaucoup d'entreprises ont à leur tête, je parle bien sûr des entreprises privées. Moi, je ne partage pas totalement le point de vue de Sébastien Chérif sur la spécialisation de la communauté, de dire ils ont la technologie, ils peuvent venir. Sur le principe, on n'affecte pas les gens. Vous êtes binational, technologie, vous êtes national, vous faites la politique. Je pense qu'il y a un principe d'égalité de tous les Algériens devant la loi. Et il est consacré par la Constitution, je n'invente rien. C'est l'article 24, je crois. Absolument, oui. Il y a un deuxième article. Tout ça est consacré dans la Constitution. Donc moi, je pose une question. Maintenant, la Constitution est adoptée. On ne va pas revenir en arrière, on ne va pas la réécrire. L'article 51 est venu, je ne sais pas, j'ai l'impression de dire en plus, parce qu'on peut régler ce problème des fonctions réservées par une loi. C'est ce que veut permettre. Parce que, sans l'écrire dans la Constitution, le fait de l'avoir écrit, ça a un peu frustré la communauté. C'est ça qui est gênant. Ils disent non, nous on ne cherche pas à occuper des fonctions. Il faut définir. Attendez, je termine. Une loi aurait défini ces fonctions sans le mettre ici comme un principe général. Alors que l'article 24, l'égalité de traitement des citoyens devant la loi. Voilà. Alors, maintenant... elle n'est pas dirigée contre la communauté, je me suis... Non, je parle de l'article 51. Elle n'est pas dirigée contre la communauté. La communauté, par exemple en France, ou là en Belgique ou en Angleterre, c'est elle qui vote en masse lors des présidentielles. C'est elle qui vient avec la 51. Je parle de l'article. Attendez, je termine mon raisonnement. Lisez l'article 24 et 51, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Par contre, je règle le problème de la liste des fonctions qui nécessitent une nationalité exclusive dans une loi, et je n'aurais pas touché peut-être... C'est ce qu'a précisé le Premier ministre. Comment ? C'est ce qu'a précisé le Premier ministre dans sa intervention. Oui, la loi aurait suffi, c'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de le mettre dans la Constitution. Voilà. Maintenant, sur la diaspora, je pense que tous les pays du monde
essaient de canaliser cette diaspora pour leur développement économique, pas uniquement économique, encore une fois, culturel, artistique, dans tous les domaines. On le fait mal. Je dois le dire, je suis à l'université, on n'utilise pas pleinement notre diaspora. J'ai eu une expérience où on les a utilisés, mais pas suffisamment parce qu'ils sont disponibles à venir, ils sont prêts à venir. Ce n'est pas une question de rémunération parce que parfois on les a stigmatisés, ils demandent des devises, etc. C'est faux. Il y a quelques-uns, certainement, c'est légitime. Quand quelqu'un demande d'être rémunéré, c'est son droit de demander d'être rémunéré. Mais on n'utilise pas suffisamment cette diaspora. On ne leur mobilise pas suffisamment pour le développement économique, principalement, parce que je parle de l'économie, sur le plan culturel aussi. Et j'ai peur qu'avec cet article, elle va se démobiliser un peu plus. C'est ça la crainte. Et là, bien sûr que je suis d'accord que certaines fonctions soient surveillées, contrôlées, etc. Mais le fait de l'avoir mis cet article va un peu peut-être démobiliser cette diaspora. Moi, je suis pour que cette diaspora soit vraiment intégrée dans le processus de développement, comme le font les pays comme le Maroc. Il le fait mieux que nous, il faut le dire. L'Égypte et d'autres pays dans la région, la Tunisie bien sûr, qui vraiment ont gardé ce contact avec leur diaspora en leur offrant des conditions d'accueil, des projets. Sur le plan économique, il n'y a pas de problème. Je crois que s'il faut revenir à l'article, excusez-moi. Non, je n'ai pas dit que s'il faut revenir à l'article, l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques. Maintenant, il reste à définir ce que l'on entend par haute responsabilité de l'État et fonction politique. Et le problème est réglé. Il n'y a aucune exclusion en fait. Vous ne m'avez pas compris. Non, mais je voulais dire qu'on aurait pu régler ce problème avec une loi. Vague aussi autour de cet article. Justement, on aurait pu faire l'économie de ces débats. On a exclu la communauté algérienne alors qu'elle n'est pas exclue. Oui, on aurait pu régler ce problème par une loi. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. De mettre ça dans cette constitution-là. On va pas se voir. Mais je pense que là, la loi le fera. Depuis quelques jours, regardez dans certains journaux les règlements de compte qui se font au nom, excusez-moi, j'ai horreur de ça, Hizb France, officier supérieur qui vient de la France, etc. Tout ça c'est du passé. La diaspora n'est pas touchée, la communauté n'est pas touchée. Il y a beaucoup de points importants. C'est une fenêtre concernant la problématique nationale. Et on attendra la loi organique, pour voir le texte d'application pour l'article 51. Attends, pardon. Il y a des gens qui sont en poste actuellement. Il faut que aussi donne l'exemple. Celui qui a un passeport autre que le passeport algérien, il doit faire son choix, qu'il soit député, sénateur ou haute fonction de l'État ou ministre. S'il y a des ministres qui sont binationaux, c'est la loi qui va le... C'est la loi organique. Donne exemple pour les autres. Alors, pour sortir un peu de ce débat. Il n'est pas écrit que c'est la loi organique. Il n'est pas écrit dans l'article que ça va être réglé par une loi organique ou par une loi ordinaire. Quand on lit dans la Constitution les domaines dans lesquels intervient la loi organique, c'est pas celui-là. Donc c'est une loi normale. C'est une loi ordinaire et je pense que ça se fera, ça se réglera au mieux pour... Maître Nadia Aïdzaï, qui est militante féministe de très très longue date, la nouvelle constitution consacre la parité homme-femme. Et justement, comme on parlait d'économie, même sa participation qui est aujourd'hui relativement timide par rapport à celle de l'homme lorsqu'il s'agit d'économie, des entreprises publiques notamment. Absolument. Tout à l'heure, on parlait de la hiérarchie des normes. C'est vrai que la Constitution, c'est la loi fondamentale, mais il ne faut pas oublier que l'Algérie ratifie des conventions internationales, et particulièrement celles relatives aux droits des femmes. Il y en a une que l'Algérie a ratifiée, c'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et lorsqu'on ratifie, on introduit la Convention dans nos lois, ce qui suppose qu'il y a aussi à ce niveau-là un changement de nos lois par rapport aux dispositions de la Convention internationale.
Et cette convention reconnaît aux femmes des droits socio-économiques, culturels et civils. Et dans la Constitution, effectivement, il y a cet article 31 qui parle de la promotion de la parité entre les hommes et les femmes dans le marché du travail, ou sur le marché de l'emploi, pardon, sur le marché de l'emploi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la parité sur le marché de l'emploi? Aujourd'hui, le marché de l'emploi que nous avons, et je parle sous votre contrôle, nous avons 10 millions de populations actives et nous n'avons que 19% de femmes qui travaillent. Donc c'est vraiment très peu. Et je vous disais tout à l'heure, la parité va être un outil, un moyen pour réduire les écarts, pour réduire la discrimination, pour réduire les inégalités et faire en sorte que l'on arrive à augmenter le nombre de femmes dans le marché ou sur le marché de l'emploi. Et on connaît un peu les conséquences ou les causes du peu de femmes qui travaillent, le chômage culturel, le chômage, l'interdiction de sortie, l'interdiction de travailler, alors que l'État dépense énormément d'argent aussi bien pour les garçons que pour les filles. Et les filles sont plus nombreuses à l'université, mais elles se perdent sur le marché du travail. Où vont-elles? La question se pose, où vont-elles? Et je pense que cet article va demander des politiques publiques, elles existent déjà, les politiques publiques, pour tenter d'augmenter le nombre de femmes sur le marché de l'emploi. Vous avez tous les mécanismes d'emploi qui existent, l'ANGEM, l'ANSEJ, qui s'adressent indifféremment aux garçons, aux hommes et aux femmes. Hein. Mais les femmes préfèrent utiliser l'ANGEM parce que c'est le ministère de la Solidarité qui le gère et c'est sans... C'est-à-dire qu'elle croit avoir beaucoup plus de chance avec l'ANGEM que l'ANSEJ? Oui, l'ANGEM, c'est plutôt les femmes qui l'utilisent. C'est le ministère de la Solidarité et les femmes l'utilisent. Elles sont plus de 60% à utiliser ce crédit-là et ça fait beaucoup. Et alors que l'ANSEJ, la CNAC et autres, vous avez beaucoup de déperditions. Beaucoup de morts d'entreprises qui se créent avec... Parce qu'elles sont proposées par des femmes? Alors là, par contre, je ne pourrais pas vous donner le nombre de femmes, mais ce serait bien qu'il y ait un état des lieux, des chiffres pour nous dire quelle est la part des femmes dans ces mécanismes. Et je pense que on devra le faire pour pouvoir réduire les inégalités et dire pourquoi les femmes ne vont pas vers ces mécanismes-là. Vous avez ce mécanisme, mais vous avez aussi le deuxième alinéa de l'article qui dit « L'État encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises ». C'est vrai que dans les administrations et institutions publiques, et je parlerai de la fonction publique, c'est féminisé. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et là, les chiffres existent. Dans l'éducation, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans la presse, dans la justice, non, il y a à peu près 42% de femmes. Mais ça augmente rapidement. Ça va augmenter. Dans la fonction publique, pardon, juste je termine. Dans la fonction publique et dans la santé, c'est vrai, les femmes sont très présentes. Maintenant, au niveau des entreprises, parce qu'on parle de promotion des femmes aux responsabilités, les femmes sont peut-être nombreuses dans les hôpitaux, dans les santé, mais elles ne sont pas aux commandes, elles ne sont pas chefs de service, elles ne sont pas directrices générales, elles ne sont pas... Et c'est là où, effectivement, on mettrait en application l'article 51, l'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'État. C'est aussi aller vers l'égalité des chances, absolument. Et dans les entreprises, il faudrait qu'il y ait plus de femmes dans les comités d'entreprise et plus de femmes aussi dans les postes de responsabilité. Et là, tout est, et c'est là effectivement où il faudra attendre les textes d'application, la loi. Et c'est vrai que le ministère de la Solidarité en ce moment a fait une charte de la femme travailleuse qui va permettre à la femme donc de pouvoir travailler aussi à l'aise parce qu'il faut le transport, il faut les crèches, il faut mettre tout cela
à la disposition des femmes. Allez-y. Je voudrais rebondir un peu pour donner plus d'explications sur ce qu'a dit Madame à propos de la convention, des conventions internationales. Et vous avez évoqué la convention sur la discrimination envers les femmes. C'est à titre de rappel, les conventions internationales sont supérieures aux lois nationales. Une fois ratifiées par le président de la République. Et à partir de là, on peut les invoquer directement devant le juge et appliquer sans changer les lois nationales. Donc s'il y a des conventions qui concernent directement les femmes ou qui concernent quelques domaines que ce soit en Algérie et que l'Algérie les a ratifiées, on peut les invoquer directement devant les tribunaux et les cours. Absolument. Et elles peuvent être appliquées. Ça, c'est l'arrêt du Conseil d'État de 2008. Ça, tout à fait d'accord avec vous. On peut les invoquer devant le tribunal. Absolument. Mais le mieux est de changer nos lois. Parce que lorsque nous ratifions une convention, non, mais je dis, pourquoi dans ce cas demandez-vous à ce qu'on aille assez vite? L'adoption de la Constitution. Pourquoi demandez-vous à ce qu'on aille assez vite? La question elle est là. Est-ce qu'après l'adoption de cette Constitution, on va changer toutes les lois? Ben voilà, mais c'est la question que je repose à monsieur. Non, au contraire, c'est un exercice. Vous revenez sur la question de l'emploi des femmes. C'est un vrai problème, madame. Vous le connaissez mieux que moi, mais ce n'est pas uniquement un problème de loi. C'est beaucoup plus un problème de conditions de mise au travail de la femme. C'est des conditions parfois sociales. Et vous savez, sur le marché du travail, ce dont on a besoin de gens à forte mobilité. C'est-à-dire, il y a un travail à 40 km, l'homme prend l'emploi, la femme ne peut pas bouger. Mais c'est ce que je disais dans la charte de la femme travailleuse qu'a mis en place le vrai travail, c'est celui-là. J'espère qu'on ne va pas se tromper. J'espère qu'on ne va pas se tromper et obliger les entreprises à recruter des quotas. Ça peut être contre-productif. Il faut préparer. Nous sommes dans l'égalité des chances. Préparer les conditions pour que la femme devienne plus mobile et qu'elle ait une employabilité. Il faut des crèches, il faut un transport, il faut des lieux d'hébergement. La sécurité. Parce que quand vous avez une femme qui part d'Alger pour travailler à Boumerdès, il faut qu'elle ait, c'est comme l'homme aussi. La sécurité. La sécurité. Un peu plus que l'homme. Voilà, ce sont ces conditions sur lesquelles il faut accéder. Je ne suis pas d'accord avec notre ami. Je m'amuse à lire fidèlement du journal officiel. Oui. Et bien, de plus en plus, il y a beaucoup de femmes qui accèdent aux fonctions supérieures au niveau de la fonction publique. Oui, depuis un certain temps. Des directeurs, des sous-directeurs, etc. D'accord, là, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous me permettez, il y a aussi révolution des mentalités concernant le problème de mobilité. Ça, c'est vrai. Ça, je dis bien, il y avait la mobilité. Maintenant, il y a le problème de ramener Koufa à la maison. Si vous allez voir, par exemple, tout banal, je ne parle pas du milieu éducatif, je crois que la femme, les enseignants ne sont plus majoritaires. Très bien. Si vous allez dans les trucs à la PTT, les centres chèques postaux, la femme elle est majoritaire. Regardez il y a combien de Bilal, de Daïra et d'APC. C'est la femme qui est là, etc. Dans les entreprises économiques maintenant, amusez-vous à voir les transports du personnel. Est-ce que c'est le cas à l'intérieur du pays? Par contre, ce qui veut peut-être décréter, je pense que vous l'avez remarqué, moi j'ai été sidéré lors des dernières élections sénatoriales, dans les 48 wilayas, il n'y a pas une femme qui a été élue. Sénatrice de la République. Oui, ça donc c'est la problématique. Ça, c'est les partis politiques. C'est heureusement que la parité. Heureusement que la parité a été. Heureusement que le tiers présidentiel est là. A été renoncé par le tiers présidentiel. C'est ça. Le temps qui nous est imparti, c'est malheureusement terminé. Merci Hassan Bachir Chérif, directeur de publication du quotidien La Tribune, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous également, Maître Nadia Elzaï, professeur en droit, juriste et militante féministe. Merci à vous également, professeur Benioub, spécialiste en économie institutionnelle. Et merci à vous, professeur Azouz Kedoun, qui est
Vous êtes venu de Constantine, spécialement pour Questions d'actu. Donc, vous êtes professeur à l'Université de Constantine, en droit public plus exactement. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.